Attends là. Quitter les réseaux sociaux quand t'as une business en ligne, difficile de croire que c'est possible. Mais c'est pourtant ce qu'a fait Alex Martel, bien connu pour son expertise en rédaction persuasive, pricing de valeur et intelligence artificielle pendant plusieurs mois. Une décision pour le moins étonnante qu'on décortique ensemble tout en explorant des stratégies concrètes pour quiconque oserait l'essayer. On en a aussi profité pour te parler de son giga projet, le cabinet des curiosités, qui se déroule du 17 au 26 septembre 2024. Un bundle de 117 experts qui collaborent ensemble pour t'offrir à petit prix 117 outils, stratégies et approches à découvrir et à appliquer à toute vitesse pour t'aider à développer ta business et ou à booster ta productivité. Pour ma part, j'y offre le déprocrastinateur, une trousse complète de ressources pour mieux comprendre et agir sur ta procrastination. Mais attention, cette offre disparaît complètement le 26 septembre. Alors si jamais ça pique ta curiosité, rends-toi en description, je t'ai laissé le lien avec toutes les informations. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello, Alex! Bienvenue sur Foutrement Vrai. Comment vas-tu? Ça va super bien, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis contente que tu sois avec nous. Et on va expliquer un petit peu pourquoi aussi par la suite. Mais j'ai envie, pour commencer, peut-être que tu te présentes à nous, là, à part aimer les grues, parce que t'es assez reconnu pour ça, faut le dire, et beaucoup les chats, hein, si je me fie à tes stories sur Instagram. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Alex et je suis à la tête d'une business en ligne que je qualifie souvent de joyeusement chaotique. Donc on aime ça. Je vends des formations en ligne sur toutes sortes de sujets qui me passionnent et qui m'intéressent. J'aime beaucoup vulgariser des affaires compliquées. Par exemple, ces temps-ci, je parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis 1 an ou 2. Je me suis fait connaître en parlant beaucoup de rédaction persuasive, donc de copywriting. Mais je ne me limite plus à un seul sujet. Fait que je suis vraiment rendue une de ces personnes un peu étranges avec un personal brand, là. Mais tu sais, je trouve ça important qu'on le mette en contexte parce qu'il faut savoir que mon audience, c'est pas que des entrepreneurs en ligne. Puis c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, on n'a plus tant besoin de te présenter. Mais pour le commun des mortels, disons-le ainsi, voilà. Peut-être qu'il y en a qui savent pas encore t'es qui. Ben oui. Fait que, voilà. Moi, j'adore raconter que ma mère, quand elle explique à ses amis ce que je fais, elle leur dit de me googler. C'est plus simple. Ça me fait mourir. C'est quand même un classique, hein, justement. J'avais la discussion avec ma belle-mère qui disait qu'elle savait pas trop comment expliquer ce que je faisais dans la vie. Mes filles disent que je travaille derrière un ordinateur. Voilà. C'est ça ma job dans la vie. Pretty much. Bref. Tu le sais, t'es au courant. Sur le podcast ici, la mission principale, je dirais, c'est de briser des tabous, surtout au niveau de la santé mentale. Puis c'est une grosse journée pour toi, Alex, aujourd'hui. Oui. Au moment où on enregistre, on est le 10 septembre et il s'est passé quelque chose sur la toile, justement en lien peut-être avec l'idée de briser des tabous. Est-ce que toi, il y aurait une idée préconçue, un préjugé que tu aimerais déconstruire avec nous en nous parlant un peu de tout ça? Je pense que mettons qu'il faut que je le formule en préjugé. Là, le préjugé que j'aimerais déconstruire, c'est que l'orientation et le genre, ça devrait rester privé puis qu'on n'a pas à imposer ça aux autres. Ah oui, j'aime ça. Puis là, mettons qu'on met ça en contexte pour que les gens comprennent. Ouais, absolument. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon coming in. C'est le fun d'appeler ça un coming in. Là. Il y a comme un côté plus chaleureux et accueillant, mais j'ai annoncé en fait à mon audience, à ma communauté business, que je suis une personne non-binaire. C'est un cheminement qui s'est fait de mon côté sur, beaucoup plus longtemps. Ça fait longtemps dans ma vie personnelle que je vis avec cette identité-là. Mais bon, je voulais
Je voulais être vraiment certain de mon choix. Je voulais prendre le temps d'expérimenter aussi dans ma vie perso avant d'arriver avec ça dans mon univers pro. On s'entend, je suis quand même suivie par pas mal de personnes. Donc, ce matin, on a sorti un épisode de podcast avec une amie. Et en même temps, j'ai envoyé une infolettre à mes 20 quelques mille abonnés pour leur dire « Salut, voici ce qui se passe, voici mes pronoms. » Donc, justement, on est sorti de la sphère privée puis de dire, ça a un sens pour toi que ce soit compris par les gens avec qui tu vas collaborer, mais aussi les gens qui te suivent. Parce que, t'es particulièrement reconnu pour ton authenticité aussi, puis je pense que ça faisait du sens pour toi de te sentir 100% qui tu es, dans toute ton honnêteté aussi quand tu t'adressais aux gens à qui tu t'adresses au quotidien. Ah ouais, 100%, là. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu dans toutes ces communications-là, mais c'est sûr que pour moi, qui est une personne qui est connue pour être un peu spontanée, genre, le fait de cacher un gros morceau comme ça de ma vie, de ma personne, de mes réflexions aussi des derniers mois, de la dernière année et un peu plus, tu sais, c'était vraiment... ça m'a coupé un peu de ma créativité, de ma communauté et tout, puis même si j'avais peur, on va se le dire... c'est épeurant comme move, puis je pense que c'est normal aussi d'avoir des craintes. J'avais vraiment hâte, ultimement, que ce soit fait. Ben oui, c'est un peu un éteignoir à magie, là, tu sais, parce qu'on a toujours peur de faire une gaffe ou de faire sortir de l'information sans la mettre en contexte. Fait que là, on se retient peut-être un peu beaucoup. Et comme ta job est pas mal centrée sur la créativité, je peux comprendre que ça a été un défi. On pourrait en faire un épisode complet, définitivement, mais moi, je vais vraiment recommander là à tout le monde d'aller écouter l'épisode Bonbon, honnêtement, que tu as enregistré en toute vulnérabilité avec Jen Gauvin sur son podcast Effronté. Je le recommande, je l'ai écouté ce matin, j'avais le gros moton. Là, j'étais comme, OK, là, il faut que je gère mes émotions parce qu'on va se jaser tantôt. Ah, mais nous aussi, on gérait nos émotions. Puis c'était tellement un drôle de hasard parce que nous, on a enregistré ça en juillet. En juillet, j'ai pris la décision que je voulais le révéler, mais après, il y avait toute une organisation à faire sur comment le faire, etc., etc. Puis, on l'a enregistré pendant la semaine pour la visibilité des personnes non-binaires. C'était un pur hasard. OK, c'est un hasard, c'était pas bon. Mais c'était très drôle, là, tu sais, puis on était vraiment émotives, nous aussi, on pleurait. De la stratégie inconsciente. Voilà. Génial. Mais en fait, moi, la raison pour laquelle je t'ai invité, puis ça va quand même faire un lien, on va le voir un petit peu plus tard, c'est dans le cadre de ma série sur l'impact des technologies numériques. Tu l'as dit, t'es une geek assumée, grande passionnée des technologies, intelligence artificielle, etc., etc. Ça fait longtemps, je pense même que t'es branchée sur pas mal tout ce qui se fait. Et tu as vécu des choses particulières aussi en lien avec les technologies numériques. Donc, j'avais envie que tu puisses venir nous parler un petit peu de tout ça. Puis dans un premier temps, tu nous l'as dit, tu as une business en ligne. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que c'était pas le parcours tracé à l'origine, hein? Avoir une business en ligne pour toi? Pas du tout. Moi, j'ai fait mes études en droit. Je me suis rendu compte assez vite que je voulais pas être avocate. Puis je faisais des sites web pour financer mes études. Fait que vraiment, c'était comme mon contact avec le web, c'était mon hobby, en fait. C'était mon hobby puis ma passion d'enfance, un peu. Tu sais, moi, j'ai appris à programmer enfant, fait que c'était quelque chose qui était associé au Je m'en doutais. J'étais sûre. Avoue que j'ai comme le profil typique, genre. J'osais pas le dire. Ouais, quand même. Mais voilà. Puis, en fait, après droit, moi, il y a pas vraiment personne dans ma famille, évidemment, qui avait de business en ligne. J'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, j'ai commencé un deuxième bac dans autre chose. Parce que là, je me disais, écoute, je veux pas faire droit, je veux voir autre chose que du droit. Et en parallèle à côté, je faisais des petits sites web et à un moment donné, je commence à faire des landing pages pour une agence. Donc, des landing pages pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas entrepreneurs, c'est des pages sur lesquelles tu atterris après une publicité. Fait que je monte des pages comme ça, puis là, le gars de l'agence, il me dit, hey, ça te tente-tu de te faire former en pub Facebook? Là, je suis comme, ouais, sure. Tu sais, moi, j'aime ça apprendre des affaires, j'apprends. Puis là, je trouve les textes des pubs Facebook, Annie, là, révoltants. C'est vraiment à chier, on peut le dire. Moi, c'est ton podcast. Hein? Pas de tabou ici, je l'ai dit. Tu vas mettre le petit E explicite sur l'épisode. C'est Il est déjà là. Mais ouais, vraiment, là, tu sais, je trouvais les textes pas bons. Puis j'ai commencé à faire des recherches sur qu'est-ce qui fait, tu sais, comment écrire des meilleurs pubs Facebook. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à développer un intérêt pour la persuasion, la rédaction persuasive, le copywriting. Et au début, c'était vraiment un hobby. C'était comme, tu sais, j'avais mon blog sur le side. Je prenais des clients, mais j'étais encore à l'université. J'étais convaincue que j'allais faire une grande carrière académique, là. Moi, c'était ça, l'image que j'avais de moi-même aussi.
Mais le petit projet entrepreneurial, ben, il devenait de plus en plus gros, il était de plus en plus excitant, il me donnait beaucoup de dopamine, puis éventuellement, j'ai lâché l'université pour me consacrer à mon projet business. Ta. Yeah. Wow, on a éclaté là tous les projets prédéterminés pour finalement on se rend compte peut-être t'aligner dans un chemin qui faisait tellement plus de sens avec qui tu es puis qui fait que t'es où t'es rendu aujourd'hui. Là tu parlais de pub Facebook. Moi ce qui m'intéresse, c'était quoi ton rapport avec les réseaux sociaux à ce moment-là là? Parce que bon là, on était pas mal dans l'ère Facebook, je pense, où Facebook était à son apogée. Est-ce qu'il y avait d'autres réseaux sociaux? Comment tu vivais ça à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, j'avais déjà une relation compliquée avec les RS dans le sens que j'ai toujours eu de la misère à me gérer. Hein. Moi, j'ai un TDAH. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement addictif pour un cerveau comme le mien. Et puis, en droit, j'avais déjà fait une détox de réseaux sociaux parce que j'avais commencé à avoir des vibrations fantômes. J'avais même fait une détox de cellulaire pendant une semaine complète, puis après réseaux sociaux pendant 3 mois, parce que j'avais des vibrations fantômes, c'est-à-dire que je sentais mon cellulaire vibrer dans ma poche quand c'était pas le cas pour vrai. Et ça m'a beaucoup inquiétée. Ah ouais. Ouais. Je me suis dit, écoute, il faut que je contrôle, tu sais, mon. Puis moi, je suis de la génération où on n'était pas surveillés dans notre utilisation des réseaux. C'était trop nouveau, en fait. C'est ça. On était les premiers, hein. Fait qu'on n'était pas accompagnés. Nos parents comprenaient pas ce qu'on faisait là-dessus, tu sais. C'était vraiment le Far Web, là, un peu l'apocalypse. Puis tu sais, il a fallu qu'on apprenne à se gérer nous-mêmes puis à mettre nos limites nous-mêmes. Fait à cette période-là de ma vie, j'étais encore en train d'essayer de comprendre, tu sais, c'était quoi mes limites, mais je voyais que ça prenait beaucoup d'espace dans ma vie. Et comme l'entreprise est devenue une entreprise web, ça s'est mis à prendre encore plus d'espace dans ma vie, je te dirais. Là. J'y passais beaucoup de temps, plusieurs heures par jour. Oui, puis on s'entend, là, je parlais de l'apogée vraiment de Facebook et tout ça. Au départ, c'était quand même une plateforme là, nouvelle, excitante pour les entrepreneurs d'utiliser les réseaux sociaux. C'était incroyable. Ouais. Oui, puis moi, je me rappelle faire des Facebook Live de 30 minutes à tous les jours, gang. Ah oui, puis à tous les jours! Et avoir des centaines de gens. Oui! Ouais, c'est de dire, ça s'invente. Wow! C'était comme, aïe, aïe, on peut se suivre en direct. Fait que, tu sais, il y avait cette excitation-là. Je pense qu'il a peut-être accéléré un peu l'addiction pour beaucoup de gens. Mais le temps a passé et tu as pris une décision quand même assez audacieuse il y a pas si longtemps et ça a fait beaucoup jaser, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Et c'est celle de quitter les réseaux sociaux. Donc, même si ton entreprise s'opère principalement en ligne, même si c'est pas mal ça ton gagne-pain, tu l'as fait. Hein? Puis la Terre a pas arrêté de tourner, mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là ultimement? Ben moi, je sortais d'un épuisement. J'étais vraiment... J'ai atteint un stade où j'avais plus le goût de rien, j'avais plus le goût de me lever le matin, j'avais plus de créativité, plus d'envie, plus de... Tout était une tâche tout le temps, tout était pénible tout le temps. Puis j'avais dû mettre fin à plein de beaux projets, pour virer mes affaires de bord parce que je voyais que mon énergie suivait pas, etc. Puis là, j'essayais d'identifier c'était quoi les éléments qui faisaient que j'étais aussi brûlée, tu sais. Puis oui, il y avait le travail, il y avait d'abord moi qui ne savais pas me gérer puis qui comprenait pas que maintenant mon mantra c'est 2025 existe, 2026 existe, 2027 existe. Mais bon, il y avait ça. On n'est pas obligé de tout faire en même temps dans la même année. Voilà, tu sais, on a une vie là, tu sais qui ouais, le futur existe. Mais voilà, fait qu'il y avait ça à gérer clairement. Mais les réseaux sociaux me grugeaient aussi beaucoup d'énergie et encore plus qu'avant. Parce qu'avec la communauté que j'avais créée, veux pas, on crée une relation parasociale avec plein de personnes qui nous écrivent, qui s'attendent à ce qu'on leur réponde assez rapidement dans certains cas. Et c'était en train de me créer une espèce de pression étrange. J'y pensais tout le temps. Mon temps d'écran était dégueulasse. Puis là, je commençais à penser à peut-être vouloir avoir des enfants. Là, j'avais lu que le premier critère de temps d'écran pour tes enfants, c'est ton temps d'écran à toi. Puis là, je me disais, faut que je diminue. Tu sais, faut que je baisse, faut que je sois capable de gérer cet aspect-là de ma vie. Et j'ai pris la décision radicale de quitter les réseaux sociaux, ou en tout cas de pas éternellement. Là, j'ai fait un système on-off. Donc, j'ai expliqué à ma communauté quand ma photo de profil est en gris, en noir et blanc, je ne suis pas disponible. Je réponds pas à mes DM, je ne suis pas là, puis je vois rien de ce que tu publies. Puis si tu me tags, je ne le verrai pas. Ce réseau social-là n'existe plus pour moi. Quand ma photo de profil est en couleur, par contre, là, je suis disponible, puis je suis content d'être disponible puis de te répondre. Tu sais.
Ça a duré quand même un certain moment. Tu sais, la première phase, la première fois que tu as mis ta photo en gris, ça a quand même duré un petit moment. Plusieurs mois. Puis là, j'imagine que, bon, c'est un peu l'envers du décor de la notoriété, hein, que tu as gagné à travers les années, justement, c'est que les gens ont des attentes. Comment ils ont réagi? Honnêtement, là, très bien. Ça a parti un mouvement. J'ai vu quand même des gens m'imiter après, autant sur Instagram que sur LinkedIn. Encore aujourd'hui même, ouais. Ah ouais, absolument. Ça, parce que c'est une belle façon aussi de pas être extrême, tu sais. Quitter les réseaux sociaux complètement, c'est pas réaliste pour tout le monde. Mais d'admettre que c'est pas quelque chose qui a à être omniprésent dans nos vies comme 24 heures sur 24, c'est un fait, ça aussi. Puis je pense que ça a fait du bien à beaucoup de monde de voir que, tu sais, on n'est pas obligé non plus. Tu sais, mon message était très déculpabilisant puis un peu en mode moi, je le fais comme ça. Peut-être que c'est pas assez radical pour toi. Peut-être que c'est trop radical pour toi. Toi, qu'est-ce qui te ferait du bien, tu sais, dans ce processus-là? Puis vraiment, ça a été très bien accueilli par ma communauté, par les gens et tout. Vraiment, là. Je pense que les gens avaient peut-être besoin de voir une personne qui a un certain succès le faire, puis continuer d'avoir du succès, comme si on avait besoin d'une preuve que, justement, la Terre allait pas arrêter de tourner. Là, on a tout un peu peur de ça. Et à un moment donné, je pense que pour beaucoup, ben, c'est nécessaire d'avoir des modèles à suivre. Fait que oui, tu sais, je pense que c'est ce que ça l'a pu faire. Puis je suis contente de savoir que les gens ont quand même assez bien réagi. Mais là, toi, une fois que tu as pris cette décision-là, tu savais pas combien de temps ça allait durer. Tu sais, comment ça s'est passé une fois déconnecté, là, une fois la plug tirée? Ça a vraiment été difficile au début, honnêtement. Comme la première semaine, là, il a fallu que je supprime carrément les applications de mon téléphone parce que j'avais des réflexes de physique. Tu sais, c'était même pas mon mental là, qui décidait d'ouvrir l'application d'Instagram. Là, c'est moi, toutes les fois que j'ouvrais, je déverrouille mon cellulaire, bam, directement, LinkedIn. Tu sais, c'était comme automatique que j'allais sur ces apps-là. Des fois, machinalement, des fois, je voulais faire autre chose, là. Tu sais, t'ouvres ton cellulaire, tu veux faire une recherche, man, puis t'es en train d'ouvrir Insta. Voyons donc. Genre. Ah, fréquemment, oui. Je me trouvais vraiment trop pavlovée, là. Ça allait pas bien. Fait que la première semaine a été un peu tough. Je trouvais ça étrange aussi. Puis j'avais un peu peur de pas être dans le coup, de manquer des trucs importants qui se passaient, de perdre contact avec certains amis. C'est arrivé d'ailleurs. Mais en même temps, je vais toujours m'en rappeler. Je pense la première semaine où je suis partie, toi, Geneviève Gauvin, puis une autre de mes amies, vous m'avez tout écrit en même temps sur Discord, qui est comme mon petit coin à moi où, tu sais, je suis plus actif, mettons. Puis, tu sais, Jen, mettons, avait pas de compte Discord. Elle a fait l'effort pour pouvoir rester en contact avec moi. Puis ça m'a vraiment fait plaisir. Puis ça m'a fait réaliser, moi, je peux faire cet effort-là de contacter les gens autrement. Puis les gens peuvent le faire aussi envers moi s'ils ont vraiment quelque chose d'important à me dire, tu sais. Ben, tu sais, je pense que peut-être, justement, ça permet de renforcer certaines relations. Hein? On sort de la facilité et on voit qu'il y a une intention parce que là, clairement, il faut que je télécharge et peut-être même que j'apprenne une autre application pour arriver à avoir une communication avec toi. Fait qu'il y a une intention réelle, claire. On n'est pas dans l'automatisme. On prend vraiment ce temps-là avec toi. Fait que je trouve que ça a ça d'intéressant aussi. Ce qui t'a amené à prendre cette décision-là, bon, tu nous as parlé un peu d'un épuisement et tout ça, mais je pense qu'il y avait aussi un enjeu au niveau du labeur émotionnel. Ah oui, puis ça, c'est l'enjeu principal là, pour moi. Tu sais, je veux dire, tout le monde a des raisons différentes de vouloir quitter les réseaux sociaux. Il y en a que c'est la bulle d'écho, ou au contraire, le fait qu'ils voient trop de mauvaises nouvelles, de trucs négatifs. Il y en a que ça rend émotionnellement pas bien de voir le malheur des autres tout le temps. Il y en a qui se comparent aussi. Moi, j'ai pas tant ces problèmes-là. Mais ma capacité à faire du labeur émotionnel. Donc, le labeur émotionnel, c'est toutes les situations où tu dois contrôler comment tu te sens puis comment tu projettes tes émotions sur les autres pour les accueillir. Donc, par exemple, faire semblant d'avoir envie de répondre à quelqu'un qui te pose une question alors que ça te tente pas pantoute. Moi, j'ai pas beaucoup d'énergie pour ça. Mon récipient à labeur émotionnel, de base, même pour mes proches, il est pas super garni, là. Tu sais, c'est pas le type d'énergie que j'ai le plus en réserve. Et là, autant au début, quand mon entreprise était petite, c'était le fun quand les gens m'écrivaient, puis j'avais hâte de leur répondre, puis j'étais excitée. Autant maintenant, ça me faisait de la peine parce que oui, j'étais contente de lire les beaux mots que les gens m'écrivaient, mais après, tout ce que je ressentais, c'était la culpabilité à l'idée que ça me tentait pas de leur répondre. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient peut-être redondant, puis c'est la même question qu'on te pose à tous les jours. Là. C'est que la personne, pour elle, c'est la première fois, mais pour toi, c'est très répétitif peut-être aussi, puis c'est
c'est vrai que ça peut amener un peu de fatigue, là. Puis justement, c'est pas mal intentionné, mais... Non, c'est ça. Puis de voir aussi les attentes que certaines personnes avaient. Tu sais, moi, j'ai un TDAH, ma mère me texte, ça peut prendre 48 heures avant qu'elle ait une réponse, là, puis elle est habituée, je suis comme ça. Mes amis doivent parfois me relancer pour avoir une réponse de ma part ou même m'appeler parce que, bon, Alex est overwhelmed, elle répond plus à ses textos. Tu sais, c'est ça, là. T'es un peu un mess, des fois, quand t'as un TDAH. Ça fait partie de la vie. Mais là, d'avoir des gens qui ne sont même pas mes proches, qui sont des gens, des fois, qui ont même pas rien acheté, là, des gens qui me suivent, tout simplement, qui avaient des attentes que je leur réponde plus rapidement, qui avaient des attentes. Là, je me disais, ben voyons, tu sais, je suis-tu vraiment en train de dépenser ce précieux labeur émotionnel-là pour ces gens-là, au point qu'il m'en reste plus pour répondre à ma mère quand elle me texte? Oui, grosse prise de conscience. C'est d'aller jusqu'à présumer que tu étais mal intentionné de ne pas répondre aussi. Ouais, ben bête, ou tu sais. Alors que, moi, je le dis souvent, la plupart du temps, la personne, tu sais, a juste oublié ou est passée à d'autres choses, puis c'est quelque part perdu dans une zone de son cerveau qui reviendra peut-être jamais. Tu sais, c'est peut-être au lieu d'assumer d'emblée que la personne a une intention, déjà peut-être juste de valider un petit message subtil qu'on passe en même temps. Mais donc, j'imagine qu'il y a eu un gros sentiment de soulagement quand tu as décidé de déconnecter, là. Définitivement. Tu sais, je te dirais, au bout de 2-3 semaines aussi, j'ai changé mes habitudes de consommation de contenu. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais moins anticipé. C'est-à-dire que là, j'avais l'habitude, quand j'avais un temps mort, t'es dans une salle d'attente, tu me prends une marche, j'écoutais tout le temps des podcasts, ça, j'ai pu continuer, mais j'allais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, je sais pas, t'es n'importe où, là, t'as 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles, là, sur Insta, tu sais, c'est facile, c'est divertissant, bon. C'était un réflexe pour moi. Et là, dans ces mêmes moments-là où je cherchais à me divertir, ben j'en avais plus de réseaux sociaux. Fait que là, je me disais, ben qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait me divertir? Et j'ai commencé à m'abonner à des newsletters payantes. J'ai commencé à suivre des blogs comme dans ma jeunesse. Je me suis fait un truc de fil RSS pour savoir quand les blogs que j'aimais publiaient des nouvelles affaires. Je me sentais dans les années 2000. Début des années 2000, mais ça a vraiment changé mes habitudes de consommation, tu sais, je me suis mis à lire beaucoup plus, etc., etc. Puis ça, c'est peut-être la retombée que j'ai préférée. Tu sais, je trouve que je me suis nourrie de contenu de façon beaucoup plus intentionnelle, puis de contenu beaucoup plus profond, nuancé, précieux, aligné avec mes valeurs, etc., etc., cette année, que si j'avais juste laissé l'algo décider pour moi ce que j'avais à consommer. Et ça l'a influencé, donc, concrètement, ton entreprise, tes projets. Tu t'es mis à nous parler de contenu long aussi. Ouais. Ça a été quoi les autres, peut-être, impacts positifs que tu as observés là, à travers cette expérience-là? Ben, quand tu n'es plus sur les réseaux sociaux, ben, tes idées marinent plus longtemps. T'sais. Éventuellement, je suis revenue sur Threads. Ça m'a fait du bien parce que je m'ennuyais un peu du côté spontané là, de publier des choses qui sont à moitié formées. Mais dans la phase où j'étais complètement sortie des réseaux sociaux, ben là, je pouvais comme plus publier sur les réseaux sociaux pour avoir du feedback sur ma pensée du moment, mon idée du moment. Et donc, je me suis mise à discuter beaucoup plus avec mes amis de sujets. Tu sais, mettons, par exemple, les réseaux sociaux, j'en ai beaucoup parlé cette année, là. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux pour les entrepreneurs? Le fait qu'il y a vraiment une baisse de portée significative sur toutes les plateformes, tout ça. Mais ça, c'est des discussions que j'ai eues avant de créer des contenus plus longs de vive voix avec des amis. Parce que là, j'avais cette espèce d'élan-là d'en parler. Puis crime, j'ai plus de réseaux sociaux. Ben, je vais écrire à Charles, je vais écrire à Annie, je vais écrire à Mélanie, je vais trouver quelqu'un qui va avoir envie de parler de ce sujet-là avec moi. Fait qu'encore là, tu passes d'un mode sur les réseaux sociaux où tu pitches quelque chose puis t'attends que les gens réagissent, à un mode beaucoup plus intentionnel où tu te dis, ben, à qui j'ai envie de dire ça? qui? L'opinion de qui est intéressante par rapport à ce sujet-là, avec qui j'ai envie d'en parler. Fait que ça, retombée super intéressante, puis ça a beaucoup affecté, c'est ça le type de contenu que j'avais envie de créer. Parce que là, comme je voyais, moi, à quel point ça me nourrissait de consommer des contenus qui étaient plus profonds, plus nuancés, plus longs à créer, c'est sûr, mais vraiment un peu intello, puis précieux, croustillant, ça m'a donné envie d'en faire. Oui, puis plus connecté, je pense, à tes intérêts de base, parce que depuis que t'es tout petit, moi la boîte, que tu t'intéresses à toutes sortes de choses puis d'aller plus en profondeur. Tu parlais des blogs, justement, tu sais, on s'entend là qu'à l'époque, c'était classique de lire quand même un article qui était assez long puis ça pouvait être long se rendre jusqu'en bas de la page, alors qu'aujourd'hui, les idées sont tellement comme mâchées puis par petits bouts puis on dirait que même dans
les commentaires qu'on va avoir, les gens qui vont réagir à nos contenus, c'est rare qu'on va vraiment en profondeur, on reste en surface ou à la limite, la personne va dire qu'elle n'est pas d'accord, mais elle va nous envoyer promener, ça va s'arrêter là en 2-3 mots, puis il y aura pas plus de profondeur. t'as Genre, pas de profondeur. donne-moi tes arguments, pourquoi t'es pas d'accord? Tu sais, les 100%. gens vont pas approfondir. J'ai vu cette semaine quelqu'un faire un rant un peu sur le fait que 20 slides pour un carrousel, c'est beaucoup trop parce que maintenant, on peut faire 20 diapositives dans les carousels Instagram au lieu de 10. Puis là, je me disais, dans quel monde on vit pour que 20 courts rectangles de texte se soient devenus... Que genre une ligne par rectangle. Ben, c'est ça. Je capotais. Je me disais, hey, c'est fou quand même, là, comment il y a des gens qui pensent que les humains n'ont plus envie de consommer des contenus longs. Puis ça, c'est une grosse croyance que j'ai défaite aussi parce que, n'étant plus sur les réseaux sociaux, ben on pourrait penser, crime, est-ce que ton audience a continué de croître? Est-ce que j'ai réussi à connecter avec des gens, etc. Puis, ben oui, je suis allée chercher les gens qui ont envie de lire des contenus longs. Je suis allée chercher les gens qui ont envie de plonger un peu plus en profondeur dans les choses, tu sais. Puis c'était pas la fin du monde. Mais tu sais, quand on est juste habitué à un mode de consommation qui est très paresseux, là, on va se dire les vraies affaires, très facile, sans que ça nécessite vraiment trop d'efforts de notre part. Mais je pense que tant qu'on n'a pas essayé d'autres choses, on peut vraiment avoir l'impression que c'est ça qui nous convient. Puis il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été en contact avec d'autres choses, qui ont vraiment l'impression que c'est comme ça qu'ils aiment ça. Puis tu as un excellent exemple parce que tu as réalisé à quel point finalement tu aimais ça, pouvoir consommer différemment, puis pas être happé peut-être par les notifications, puis l'envie d'aller voir un petit peu partout sur ce qui se passe dans le réseau social sur lequel que tu es. Tu nous as parlé de Threads, justement. C'est un peu cette application-là. C'est l'arrivée de Threads qui t'a ramené sur les réseaux sociaux de ce que je me souviens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a amené de nouveau? C'est la plus paresseuse d'un point de vue création. Donc, c'est que du texte, des courts textes. Tu peux faire des longs threads, puis c'est le fun, mais tu as aussi le droit de publier un truc absolument inimportant de 2 lignes et les gens vont trouver ça drôle puis réagir. Le fait qu'il n'y a pas encore de publicité, tu sais, c'est toutes des choses temporaires, ça va évoluer, Threads, puis je pense pas que ça va rester mon oasis de bonheur infiniment. Les réseaux sociaux vivent un cycle, hein. Mais pour l'instant, j'ai encore une plus petite communauté sur Threads, je découvre des nouvelles personnes que je vois pas ailleurs et j'ai le temps d'avoir des conversations. J'ai le temps de répondre aux gens, j'ai le temps d'interagir avec les gens, j'apprends des petites choses croustillantes sur les gens, un peu comme c'était le cas avec les stories Instagram à leur début, je trouve. Et ça me manquait, cette énergie-là. Et c'est ça, t'as pas besoin de visuel, t'as pas besoin de vidéo, t'as pas besoin de faire un reel ou un carrousel de 20 ou 10 pages. T'as pas, tu sais, comme, c'est simple. Plus de spontanéité, oui. Puis bon, je pense que ça a un petit peu plus d'1 an. Threads a fêté ses 1 an, là, il y a pas si longtemps. Beaucoup de gens disaient, ça durera pas. Il y a eu plein de nouveaux réseaux sociaux qui ont pas vraiment duré. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça dure et que, tu sais, il y a quand même encore un engouement, il y a encore du monde qui débarque tout nouveau, tout beau. Pourquoi? Je pense qu'on en doit une bonne partie à Elon Musk, là, d'un point de vue purement business. Mon grand pote. Ouais, c'est ça, notre grand pote Elon, en bousillant un peu l'image et le fonctionnement de Twitter, a vraiment créé tout un mouvement de gens qui aimaient le format de microblogging puis qui se sont dit, ben, je suis en exil et là, Threads est devenu la terre des exilés. Ça a clairement joué en la faveur de Threads, c'est certain. Le fait aussi que ce soit intégré à Instagram, que t'aies pas besoin de te créer un compte sur une nouvelle affaire. Tu fais juste cliquer sur un bouton, il prend tes infos de ton profil Insta, puis bam, t'es sur Threads. Tes amis sur Instagram qui sont déjà sur Threads, tu les suis automatiquement. Ça a beaucoup aidé, je pense. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'amour dans cette plateforme-là, d'un point de vue expérience utilisateur, d'un point de vue, tu sais, ouais, c'est le fun. Le UX, c'est le fun. Ils ont quand même une volonté d'ouvrir ça aussi aux logiciels comme Mastodon pis ces choses-là qui sont comme à l'extérieur des brefs. Là, tu parles chinois pour bien du monde en ce moment. Là, c'est mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est plus ouvert d'un point de vue accès à l'information qu'un Twitter, par exemple. Oui, puis tu sais, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans la perception de l'expérience vécue par la personne qui est sur la plateforme parce que j'ai récemment vu des commentaires de personnes qui disaient que Threads, c'était comme l'espace des mean girls, Instagram. Fait que tu sais, je pense qu'encore là, peu importe la plateforme, ça va vraiment dépendre des gens que tu suis, des gens de qui t'es entouré aussi. Fait que tu sais, il y a un peu de ça. Est-ce qu'il existe réellement le réseau social parfait? Ça reste social, donc relié aux humains qui en font partie? Non? 100%. Ouais, 100%. Qu'est-ce qui a changé dans ton approche, dans ton utilisation maintenant des réseaux sociaux? Ben là, ce qui me manque,
Parce que là, je reviens tranquillement. J'ai recommencé à publier un peu sur LinkedIn. J'essaie de voir comment ça réagit. Oh, les gens sont excités, là. Ben, pour vrai, j'ai des commentaires de gens qui sont comme, on s'est ennuyés. Puis ça Oui. me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Mais je m'ennuie d'écrire plus souvent. Je m'ennuie d'avoir du feedback plus rapide aussi sur certaines choses à certains moments. Je m'ennuie, en fait, de la spontanéité. Fait que c'est comme si le pire défaut des RS, c'était aussi leur meilleure qualité. Puis là, j'essaie de retrouver un équilibre où, comme c'est plus central à ma stratégie, c'est pas nécessaire pour mon entreprise que j'ai des publications qui m'apportent beaucoup de visibilité, c'est pas nécessaire. Ben, j'ai envie de les utiliser plus intentionnellement dans le but de publier des textes que j'ai envie d'écrire, tout simplement. C'est un peu ça mon mode en ce moment. Je suis aussi revenue sur Instagram, mais je ne consomme pas vraiment de contenu de feed. Je ne regarde que les stories de mes amis. Parce que je me suis rendu compte que voir, ce qui se passe avec Sushi, puis ce qui se passe, tu sais, je connais tous les chats de mes amis, ce qui se passe avec vos enfants, j'aime ça, savoir ça. Et ça me manquait. Fait que vraiment, les stories, j'ai recommencé à les consommer, mais une fois par jour, tu sais, pas 48 fois. Mm-hmm. Donc, recherche d'équilibre, plus d'intention, peut-être dans des moments plus spécifiques. Et là, ce que j'ai entendu aussi, c'est diversité des stratégies. Donc, justement, ta business ne repose plus. En fait, je pense que là, jamais vraiment 100% reposé sur les réseaux sociaux dans ton cas, mais ne repose pas à 100% sur les réseaux sociaux. Donc, ça enlève peut-être une certaine pression et donc un retour du plaisir. Plaisir! Mais oui, de revenir au plaisir, de vraiment avoir du fun puis de s'enlever ce stress-là. Mais toi, est-ce que tu as déjà ressenti cette pression-là de performance en lien avec les réseaux sociaux? Je pense pas que j'aurais été capable de le nommer puis j'aurais répondu avec véhémence que non, si tu me l'avais demandé. Mais la vérité, c'est que oui. La vérité, c'est que oui. J'aimais... Tu sais, je veux dire, tu fais pas ça pour pas avoir de résultats. On a une business, là. Puis c'est sûr qu'on est préoccupé par notre portée, par nos likes, par comment ça réagit, etc., etc. Puis des fois, sur LinkedIn, j'ai même été coupable de faire ce que j'appelle en joke des HR bait, là. Mais c'est-à-dire que sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens à RH. Puis quand tu veux aller chercher beaucoup de visibilité avec une publication, souvent sur LinkedIn, à l'époque, l'algo, comment c'était fait? C'est que si tu avais une publication qui avait beaucoup de visibilité, la suivante en bénéficiait aussi. Fait que quand je savais que je m'en allais parler de quelque chose d'important, ben là, je faisais un hameçon à RH, c'est-à-dire un post que tu sais que ça va intéresser les gens de RH pour avoir plein de réactions des gens en RH sur LinkedIn pour que tu sais, comme je t'ai rendu là, dans mon analyse de ces affaires-là, c'est quand même intense. Mais c'est là qu'on se déconnecte justement du plaisir parce que c'est rendu tellement stratégique que j'imagine même que ça a un impact sur notre créativité quand même. Oui, puis c'est difficile d'évaluer aussi ce que les réseaux sociaux nous apportent vraiment comme ROI, by the way, quand on les utilise vraiment de façon business. Puis récemment, je parlais sur une plateforme, c'est pas vraiment important de pourquoi j'aime ça me faire payer en visibilité, tu sais. Puis les gens sont souvent insultés qu'on les paye en visibilité dans la vie, tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent, surtout dans les milieux créatifs, genre arc me faire payer en visibilité. Mais quand tu publies sur les réseaux sociaux pour aller chercher de la clientèle, tu te fais payer en visibilité par Facebook pour nourrir la bête. C'est exactement ça que tu es en train de faire. Sauf qu'au lieu de te faire payer en visibilité par peut-être un autre entrepreneur de la même taille que toi qui organise un sommet virtuel ou whatever, ben c'est Meta qui te paye en visibilité. Oui, puis tu contrôles pas plus les résultats, on s'entend. Là, on peut penser, on voit beaucoup de coachs essayer de nous donner tous les hacks possibles pour craquer l'algorithme, mais on s'entend qu'au final, notre niveau de contrôle des résultats est relativement faible, soyons honnêtes. Et il l'est de plus en plus et il va continuer à l'être. Tu sais, c'est ça aussi, c'est d'être conscient que moi, j'ai vécu l'âge d'or de ces plateformes-là. Toi aussi, tu sais, on en parlait tantôt, les Facebook Live avec 300 personnes, là, ça existe plus, ce monde-là, cet univers-là. Mes publications LinkedIn qui avaient 1 million de vues, ça m'est arrivé plusieurs fois, là. C'était vraiment une période facile. C'était facile parce qu'il y avait moins de saturation de contenu, il y avait moins de gens qui créaient du contenu et la base d'utilisateurs n'arrêtait pas de grossir sans arrêt. Là, on est dans une ère des réseaux sociaux où la base d'utilisateurs dans nos pays francophones, en tout cas, stagne de plus en plus. On va pas chercher des nouvelles personnes à la même vitesse pour consommer le contenu. Mais en plus, il y a plus de créateurs. Il y a l'IA qui fait que c'est encore plus facile de générer du contenu, parfois de piètre qualité. Il y a plus de publicité.
donc moins de place pour le contenu organique. La situation a complètement changé. Le deal est juste moins bon qu'avant. Tu sais, avant, c'était un bon deal pour moi de mettre cette énergie-là à publier sur LinkedIn parce que j'allais chercher énormément de découvrabilité auprès de nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas encore. Là, je publie sur mes réseaux sociaux, puis non seulement il y a très peu de chances que ce soit découvert par des nouvelles personnes, ça peut arriver, mais c'est rare, c'est de la chance un peu. Mais en plus, parmi mes abonnés, il y a peut-être 1 à 5% qui vont voir ce que j'ai publié. Je veux dire, t'envoies ton infolette, t'as 50-60% de taux d'ouverture. Comme les mathématiques ne fonctionnaient plus pour moi non plus. Fait que ça en prend quand même de la stratégie, là. Faut pas cracher là-dessus dans le sens où ça reste que, pour les entrepreneurs du moins, c'est un outil business et c'est ça qu'on oublie souvent. On tombe dans le piège de créer peut-être pour aller chercher une certaine forme de valorisation, mais c'est pas forcément ça qui paye les factures. Donc, il faut penser à tout ce temps qu'on peut mettre dans la création de contenu. Moi, la première qui aime tellement le rendu visuel et qui met beaucoup trop de temps sur le rendu visuel alors que clairement, ça change absolument rien à mes résultats. Au moins, j'en suis consciente. C'est un début. Ça reste que oui, tu sais, je pense qu'il faut se questionner à savoir, pour moi, dans mon contexte à moi, parce que c'est différent pour chaque personne, est-ce que cette action-là est rentable et pas juste rentable en termes monétaires, mais aussi en termes d'énergie, comment je me sens, mon ressenti aussi. Je me sens comme de la crotte à chaque fois que je crée du contenu ou quand je vois que tout le temps que j'ai mis finalement apporte pas forcément de résultats. Ça, c'est décourageant pour beaucoup de gens. Bref, je pense qu'il y a des questionnements qui sont importants de soulever. Et justement, qu'est-ce que toi, tu dirais là à des entrepreneurs aujourd'hui qui ressentent quand même ce besoin de se déconnecter-là, mais qui ont vraiment peur de se retrouver dans le manque et dans la perte d'opportunités? Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu compenses ailleurs. Qu'est-ce que tu vas chercher, ou en tout cas, probablement que tu vas même pas en chercher, c'est ça le pire, mais qu'est-ce que tu essaies d'aller chercher sur les réseaux sociaux? Tu essaies d'aller chercher des paires de yeux intéressés par ton expertise ou par ce que tu vends ou par ce que tu fais. On s'entend? C'est exactement ça que tu fais. Donc, faut que tu trouves le remplacement. Où est-ce que tu peux aller chercher des paires de yeux à mettre sur ton contenu? Ou d'oreilles. Oui, ou d'oreilles. Autrement que par les réseaux sociaux. Mais le podcast, c'est un super bon exemple. Le SEO, les blogs, bon, etc., etc. Mais c'est peut-être un peu lent pour moi. Moi, je suis une personne qui aime les résultats rapides. Maintenant, j'investis en publicité. Ça, c'est un bon exemple de moyen qui donne des résultats plus rapides. Mais sinon, si t'as pas les moyens de publier, de faire de la pub, ben, il y a plein de communautés d'humains qui existent rassemblées autour d'un intérêt. Il y a plein d'entrepreneurs, entrepreneuses, de créateurs, créatrices qui ont déjà une audience qui est compatible avec la tienne. Il y a fait des collabs. Pour vrai, comme moi, c'est ce que j'ai fait au lieu d'être sur les réseaux sociaux. J'ai participé à plein de sommets virtuels. Je me suis fait inviter. J'ai continué de me faire inviter sur des podcasts. J'ai même pitché des podcasts parce que là, comme les gens me voyaient moins, tu sais, sur les RS, ben, il y avait moins tendance à penser à moi et à m'inviter. Fait que j'ai pitché, j'ai écrit à des amis. Je me suis invitée dans des trucs. Je me suis fait inviter dans des événements. Et c'est ce qui m'a permis de garder de la découvrabilité, de la visibilité amplement malgré le fait que j'étais pas sur les réseaux. Ouais. Mais tu sais, ça reste que c'est ça que ça devrait être, selon moi, des réseaux sociaux, hein, des interactions. Mais peut-être qu'à un moment donné, c'est devenu tellement facile qu'on est là, on reste assis, on fait des contenus, puis là, on attend que les gens nous voient, on attend que les gens nous proposent des choses, on attend que les choses se passent tout seules, comme par magie. Puis là, ben ça se passe de moins en moins, justement. Donc, peut-être de revenir à quelque chose d'un peu plus proactif, ça pourrait 100%. aider. Est-ce qu'il y a des stratégies ou des routines que tu as mis en place pour éviter de te sentir de nouveau complètement envahi par les réseaux sociaux puisque tu y reviens de plus en plus activement? Je suis en pleine réflexion par rapport à ça parce que là, je les ai ramenés un peu dans ma vie puis déjà, j'ai plus de misère à gérer mon temps d'écran. Moi, j'avais réussi à réduire mon temps d'écran cette année de plus que 40%, ce qui était bien joyeux pour moi. Là, mon temps d'écran a remonté depuis que j'ai ramené les réseaux sociaux dans ma vie, pas au même point qu'il était avant. Mais il a remonté d'un bon 10-15%, puis j'aimerais mieux me gérer. Et donc, je suis encore dans cette réflexion-là. Les options que j'ai considérées. D'abord, j'ai considéré m'acheter un dumb phone, fait qu'un téléphone qui n'est pas capable d'avoir accès aux réseaux sociaux, puis que les réseaux sociaux, ce soit quelque chose que je fais juste sur mon ordinateur. Je pense que c'est vraiment une super belle solution pour plein de monde. Le problème, c'est que j'utilise trop mon téléphone pour des trucs comme écouter des livres audio, etc., etc. Puis là, je trouvais que ça me limitait trop. Et donc, en ce moment, ce que je considère le plus, c'est un truc qui s'appelle Brick. Ah, j'allais justement en parler. Tu l'as vu? Oui! Là, il faut que je l'essaye. OK. Est-ce que l'as-tu commandé? Je vais le commander. J'attendais ma règle de 7 jours, mais j'ai considéré plein d'options. Je suis allée voir des reviews.
Et je pense que particulièrement pour une personne TDAH comme moi, on va expliquer juste aux gens comment ça fonctionne. En fait, ça barre ton téléphone, tu décides les applications qui sont accessibles et quelles ne le sont pas. Et pour déverrouiller ton téléphone, le seul moyen, c'est de coller dessus la brique physique, donc une espèce de brique de céramique qui a à peu près la grosseur un peu plus petite que la paume de ta main, que tu vas venir coller contre le téléphone. Et ce que ça fait, c'est que si, par exemple, tu quittes une pièce ou tu quittes carrément ta maison, tu peux laisser la brique chez toi et partir avec ton téléphone qui est bloqué. Et tu peux le débloquer, tu sais, parce que moi, le problème avec les applications qui bloquent, c'est que je suis trop geek, tu sais, je suis capable d'aller les forcer à débloquer. Et avec Il faut vraiment vouloir dans ce temps-là. Là, puis comme, mais tu comprends, j'ai de la misère à me gérer, là. Moi, je suis à ce niveau-là. Mais avec la brique, t'as juste 5 fois que tu peux le débloquer comme ça. Si tu dépasses ce nombre-là, c'est d'urgence. Dans le fond, si tu perds ta brique. Mais si tu dépasses ce nombre-là, faut que tu appelles la compagnie pour qu'ils te débloquent. J'aime beaucoup le fait que les conséquences soient très intenses avec cette bébelle-là. Et personne n'aime appeler personne, donc... J'ai vraiment hâte de l'essayer pour vrai, là, comme je suis excitée. Ben j'espère que tu vas en reparler parce que justement, j'ai vu passer la pub, j'ai attendu, je n'ai pas acheté, mais je trouve ça intéressant parce que ça nous sort du pilote automatique. Même si je sais que ma brique, elle est dans la cuisine et que je suis dans mon bureau, faut quand même que j'y pense. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir, d'aller là-bas? Et juste ça, c'est assez pour me ramener dans mon intention. Absolument. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis est-ce que je veux vraiment là, me lever pour aller débloquer ça pour faire quoi? Puis combien de temps? Bref. Absolument. Puis tu sais, quand tu as un TDAH, c'est tellement important d'avoir des rappels visuels dans ton environnement de tes tâches, de tes intentions, de ce que tu veux faire et tout, parce que t'as comme pas de permanence, là. Tu sais, tout disparaît un peu dans ta tête, t'as pas de notion du temps, etc., etc. Fait que l'idée d'avoir quelque chose de physique que je peux déposer quelque part, là, puis je le regarde, c'est très excitant pour moi d'incarner cette chose-là dans la réalité au lieu que ce soit juste une app. Fait que j'ai très hâte de l'essayer, puis c'est sûr que je vais faire un retour. Yes! Bon, on va se projeter un petit peu dans l'avenir. Je serais curieuse de savoir, t'en as parlé un petit peu tantôt là, de l'avenir, un peu avec les réseaux sociaux, quand c'est de plus en plus difficile de se faire voir, etc. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'entrepreneuriat en ligne avec les réseaux sociaux quand même qui ont une place centrale? Est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir suivre un peu ta voie en lien avec la déconnexion ou à l'inverse, on est dans le trouble puis pour un méchant bon bout, là? Je pense, honnêtement, mon impression, c'est que ça va se segmenter au début. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un mouvement de masse soit pour, soit contre. J'ai l'impression qu'on va un peu se diviser en deux. C'est déjà en train de se passer. Moi, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai trouvé toute une communauté de gens qui ont fait ce choix-là de se retirer, qui sont plus sur Substack, puis des plateformes de ce genre-là vont consommer des contenus longs, vont faire des longs commentaires, vont discuter entre eux, organiser même des réseautages virtuels, ce genre de choses-là. Donc, ces gens-là, ils existent. Et ils sont de plus en plus nombreux. Mais en ce moment, on vit comme séparés. Tu sais, t'as comme les gens qui continuent de consommer comme ils l'ont toujours fait, puis t'as les gens qui font ce choix-là. Puis je pense que tu sais, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir une tendance ou l'autre qui va l'emporter avant un bon moment. Là, tu sais, beaucoup de gens vont essayer de réfléchir à comment ils veulent replacer ça. Mais c'est pas facile, puis c'est pas vrai que tout le monde va quitter les réseaux sociaux du jour au lendemain. Ça, c'est très clair pour moi. Après, d'un point de vue entrepreneurial, tu l'as nommé tantôt, tu as parlé des coachs qui vendent là, des méthodes pour réussir sur Instagram puis tout, puis je suis persuadée que ces personnes-là sont bien intentionnées, c'est pas mon point, mais ces gens-là, ils ont bâti leur communauté comme moi en 2016, en 2014, en 2017, en 2020, quand c'était encore beaucoup plus facile d'aller chercher de la visibilité sur les réseaux. Et je trouve ça un peu malhonnête d'enseigner à quelqu'un qui se lance maintenant en 2024 comment toi t'as fait alors que le contexte n'était pas du tout le même, qu'on avait beaucoup plus de portée. Tu sais, il y avait plus de gens qui voyaient nos publications, c'était mathématique. Donc, je pense que d'un point de vue purement entrepreneurial, pour des raisons beaucoup plus pratico-pratiques que philosophiques ou quoi que ce soit, il y a de plus en plus de gens qui vont s'en détourner. Puis je pense qu'on le voit déjà. Il y a un retour, ça, j'aime pas ça, là, by the way, ces méthodes-là, mais il y a une résurgence des cold calls cette année. Il y a une résurgence des cold emails cette année. Puis ça, c'est les premiers signes de désespoir des réseaux sociaux, en fait. Des Américains, beaucoup, puis généralement, c'est eux qui ouvrent les tendances. Fait que je me dis, ça s'en vient. Puis justement, j'ai une amie entrepreneur hier qui me disait qu'elle avait carrément reçu un appel téléphonique. Oh non, on retourne vraiment là. Ah ouais, c'est sérieux, là, parce que les gens sont plus capables d'obtenir de la visibilité facilement pour leur entreprise par les RS. Et ça ne va pas changer. Je veux dire, c'est la nature des réseaux sociaux
que cette saturation-là, multifactorielle-là se produise. Ce qui fait qu'on va jamais récupérer, tu sais, c'est pas la faute de l'algorithme, là, c'est des maths. Puis on peut pas tricher ces maths-là. C'est le nombre de personnes, c'est le nombre de yeux disponibles par rapport au nombre de contenus disponibles. On peut pas tricher puis changer ces conditions-là. Sachant qu'on ne peut pas tricher et changer ces conditions-là, ben qu'est-ce qu'on peut faire à part être créatif puis trouver d'autres moyens, tu sais? Donc, d'un point de vue entrepreneurial, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une résurgence des gens qui se créent leurs propres médias, leurs propres espaces, leurs propres blogs, sites web, tes affaires, ta communauté qui est hébergée ailleurs que, par exemple, dans un groupe Facebook. Ton espace à toi, ton contact avec tes clients, l'infolettre aussi, c'est vieux comme le monde, l'infolettre, mais on se rend compte que ça nous appartient, que par un changement d'algorithme, on peut pas nous enlever ce contact-là avec notre communauté. Et les collabs. Vraiment, là, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Tu sais, en ce moment, c'est dur, le monde de l'entrepreneuriat, on va se le dire. Puis on se serre les coudes, genre, les gens font des collabs, puis pas juste des collabs, genre, faire un sommet virtuel ou quoi que ce soit, mais lancer un produit à deux. J'ai tellement vu de gens cette année lancer des choses à deux pour profiter des deux communautés. J'ai vu des gens organiser des lives, justement, Instagram, mais on est 4 puis on fait une série comme ça, on bénéficie des audiences de tout le monde puis on essaie de s'entraider, tu sais. Ça, là, c'est un mouvement, j'y crois, puis j'adhère à ça. Ben, c'est de revenir un petit peu justement à un entrepreneuriat de communauté plutôt que individuel. Fait que ça, je pense que oui, ça peut être très intéressant pour beaucoup, peut-être moins pour d'autres. Parlons-en de collaboration parce que, bon, là, ça va être possible d'en parler au moment où l'épisode va sortir. Fait qu'on va y aller dedans. On va y aller dedans parce qu'on a le droit. Donc, parlant de collaboration, tu as quand même décidé de lancer quelque chose d'assez audacieux. Ça faisait un bout que ça mijotait. Peux-tu nous en parler un peu? Yes! Et d'ailleurs, tu y participes et je suis très, très heureuse de ça. Moi aussi. C'est trop cool. Avec mon ami Charles de l'agence Antilope, on a parti un projet cette année qui s'appelle le cabinet des curiosités. C'est un bundle. Donc, si t'as déjà entendu, si tu sais ce qu'est un bundle, c'est quand plein de gens, tous ensemble, vendent plusieurs produits sous un seul et unique prix avec un très gros rabais. Et on a décidé de faire ça, sauf que nous, notre bundle, au lieu d'y mettre 15 produits ou 10 produits, on a décidé d'être complètement fous. Et ce sont 117 personnes qui sont réunies dans ce projet-là. Donc, il y a 117 produits. Et quand on dit des produits, puis ça, je pense que c'est important pour moi de le préciser, c'est pas des formations, c'est des c'est des templates, des gabarits, des petits ateliers, des images même. On a une illustratrice qui a fait des pictos pour les freelances. On a un cours de portrait minimaliste. On a des templates d'agenda, par exemple. On va avoir des templates pour ta comptabilité, autant au Québec qu'en France. Fait que vraiment des petits produits qui se consomment rapidement à découvrir pour justement créer un effet de masse puis aller chercher beaucoup de visibilité tout ensemble. Oui, puis parce que justement, fallait que ça soit à consommation relativement rapide dans le sens où on voulait pas non plus aller encourager une offre qui allait faire peur aux gens de dire « Oh my God, c'est beaucoup trop puis je sais pas trop où me lancer » puis créer une espèce de sentiment finalement de culpabilité de « Ah, là, j'ai acheté ça, puis là, j'utilise rien de tout ça. » On le voit quand même souvent là avec les bundles. C'est une problématique qui est fréquente et même un argument des gens de dire « Hey, non, moi, j'achète pas ça. » Ou chaque fois, finalement, je regarde rien. Exactement. Puis là, c'est absolument impossible de tout consommer, tu sais. Puis quand on a eu l'idée pour le branding pour ce projet-là, tu sais, un cabinet des curiosités, c'est comme un mini-musée que les gens créent chez eux, si tu as déjà vu ça. C'est des collectionneurs qui vont avoir une passion quelconque. Des fois, ça peut être des objets complètement hétéroclites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'autres fois, ils peuvent avoir un point commun. Mais c'est toi qui crées ton cabinet des curiosités. C'est ça le concept. C'est comme, ça te représente. C'est ton mini-musée. Puis moi, j'aime vraiment j'ai cette vision-là que chaque personne qui achète notre bundle va regarder ce qui s'y trouve, mais va se constituer son cabinet des curiosités, va choisir qu'est-ce qui, moi, me plaît là-dedans, à quoi j'ai envie d'accéder. Oui, c'est comme ça qu'on veut éduquer les gens qui vont potentiellement l'acheter aussi à revenir à leurs besoins. Donc, de se mettre peut-être des œillères puis de se dire « Hey, je suis pas obligée de télécharger les 117 produits là puis d'essayer de tout appliquer. » Puis là, vous avez dit quelque chose de très, très audacieux dans votre communication. Ça m'a fait tilter un peu puis tu vas comprendre pourquoi. Mais votre trademark, c'est « Nous autres, on aime ça, les recettes toutes faites. » Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ah ben, tabac. » Mais non, mais je comprends où est-ce que vous voulez aller avec ça, mais j'ai envie que tu nous mettes cette nuance-là. Pourquoi vous autres, là, vous dites que vous aimez ça, les recettes toutes faites? C'est quoi la nuance à mettre?
Moi, s'il y a un truc qui m'agace dans la vie, ce sont les évidences. Hein. J'aime pas beaucoup ça, les contenus qui sont des évidences. Puis moi, j'aime pas ça, les recettes toutes faites. C'est quelque chose qu'on entend constamment en business. Puis je comprends pourquoi. Dans le fond, quand on dit qu'on n'aime pas les recettes toutes faites, c'est qu'on n'aime pas les « il faut que ». C'est qu'on n'aime pas qu'on nous impose une façon de faire qui n'est pas la nôtre. C'est qu'on veut trouver notre manière de faire les choses. Mais moi, je tripe sur la pâtisserie depuis toujours. Puis je suis vraiment obsédée par beaucoup de choses, comme les différents types de meringues, très pertinents. Mais, quand tu commences là, la pâtisserie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Hein? C'est de la chimie. Tu ne peux pas faire de pâtisserie si tu n'as pas une recette à suivre. Puis tu ne peux pas créer tes propres recettes si tu n'as pas de compréhension de la chimie derrière les recettes. Puis tu ne peux pas acquérir cette compréhension-là de la chimie derrière les recettes sans cuisiner en te basant sur des recettes. Les recettes, c'est comme le point de départ. Puis en fait, je pense que là où on a jeté le bébé avec l'eau du bain un peu, c'est qu'on s'est mis à tout envoyer chier les recettes, puis à vider ça aux poubelles. Puis là, tout le monde s'est mis à faire des accompagnements hyper personnalisés où on s'adapte tout le temps aux autres. L'affaire, c'est qu'on a besoin de modéliser des choses aussi. On a besoin de savoir, tu sais, c'est bien. Moi, ça m'aide beaucoup de savoir Annie s'organise de telle façon. Ça veut pas dire que moi, je vais m'organiser de la même façon. Mais c'est te voir t'organiser qui me permet de voir ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Ce que j'aime pas, exact, de me positionner par rapport à l'autre aussi. Parce que la nuance à mettre, elle est importante. C'est pas la recette le problème. C'est le fait que tu l'appliques aveuglément ou que tu la testes une fois, que tu la trouves dégueulasse, mais que tu la refais quand même sans rien ajuster. C'est peut-être là le problème. Et c'est ce qui arrive en entrepreneuriat. C'est qu'il y en a qui appliquent des choses, ils sont pas bien. Ils sont comme, il me semble que c'est pas moi, genre les cold calls. Je suis pas bien, mais là, on m'a dit fallait que je fasse ça. Fait que là, je vais continuer d'en faire jusqu'à ce que finalement j'abandonne parce que moi, j'aime pas ça, l'entrepreneuriat, parce qu'apparemment, c'est juste de même que ça se fait. Et là, le problème, c'est pas le fait que cette recette-là peut-être marcher ou va marcher pour certains types de personnes, peut-être pas pour d'autres. J'aime que tu amènes le fait que c'est un point de référence. Tu sais, le cabinet, ultimement, c'est un buffet, puis quelque chose qui était très important pour moi. Tu sais, tu regardes les noms là, des gens qui collaborent au cabinet, puis il y a des gens que tu n'aurais jamais imaginé collaborer ensemble dans aucune situation là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, parce qu'ils n'ont pas la même perspective des fois de c'est quoi avoir une business, parce qu'ils n'ont pas les mêmes approches. Par exemple, moi, je suis pas full spirituelle comme personne, mais il y a plein de produits super spirituels dans le bundle, on en a quelques-uns. Fait que c'était important pour nous aussi que le cabinet soit agnostique, qu'il y ait pas, qu'on vienne pas décider c'est quoi les bonnes recettes, mais que la personne qui découvre et expérimente décide par elle-même qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui lui convient pas. Puis moi, c'est le produit que j'achète le plus régulièrement dans le monde anglo. J'achète 3 à 4 bundles de cette ampleur-là par année en anglais. Et c'est un fantasme pour moi d'offrir ça. Mais c'est un achat à faible risque, dans le sens où le montant est pas tant élevé, puis finalement, tu as quand même beaucoup de possibilités de trouver quelque chose qui va te convenir. Alors que quand tu payes le même prix pour un seul produit, les probabilités font en sorte que ça se peut qu'il y ait quand même plus de chances finalement que je l'utilise pas, ça me serve pas ou que je trippe pas finalement. Moi, là, des propriétaires de business comme nous qui achètent ça, là, la moitié du plaisir, c'est de voir l'expérience utilisateur que les gens ont fait. Tu sais, comment le produit est livré, la plateforme de formation a l'air de quoi, c'est quoi les idées un peu créatives que la personne a Mais eues. c'est un secret, ça. Fallait pas que tu dises qu'on espionne les autres. Voyons! Mais l'espionnage, là, c'est de l'espionnage industriel! De l'inspiration industrielle. Mais ouais, genre, moi, ça, là, c'est aussi un de mes grands plaisirs de pas dire. Moi aussi, il faut que je l'avoue. Oups! Vraiment. Mais encore là, c'est de la modélisation. L'important après ça, c'est de se réaligner, peut-être prendre ce qui est intéressant, moins intéressant, et donner le crédit aux personnes lorsque nécessaire. Important de le spécifier. Wow! Là, Alex, je vais te donner un mandat que tu vas aimer. OK. Te connaissant un peu. Donc là, j'aimerais que tu t'imagines là, que tu as la possibilité magiquement de faire changer d'idée sur quelque chose toutes les personnes que tu veux, là, en un claquement de doigts. Ça serait sur quoi ou sur quel sujet? Business ou pas business? C'est toi qui décides. Oh mon Dieu, c'est pas évident, mais OK. Je vais aller avec de quoi d'un peu personnel, puis qui, je pense, ferait tellement de bien à beaucoup de monde par effet papillon. Moi, je suis quelqu'un qui, par le passé, a eu une personnalité plus difficile, disons ça comme ça, que ce que j'ai là. J'avais peu d'empathie, en fait, quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose qui était très sous-développé chez moi. Et j'en ris aujourd'hui, mais ça me mettait dans des situations absurdes. Des fois, là, c'était un peu con.
Je faisais pas attention aux sentiments des autres. Et ce qui était encore plus triste, je pense, c'est que non seulement j'y faisais pas attention, mais j'étais fière de ne pas faire attention aux sentiments des autres. Parce que je pensais que ça montrait à quel point moi, j'étais donc une personne rationnelle, sans biais, vis-à-vis les personnes hystériques et qui pognaient les nerfs devant moi. Tu sais, cette posture-là qui est très masculine, on va se le dire. C'était moi dans le passé. Quelqu'un, mon amoureux en l'occurrence, quand on s'est rencontrés il y a 12 ans, on était qu'amis, m'a tranquillement fait apprivoiser que c'est important aussi les émotions, que c'est important aussi de se préoccuper des ressentis, des sentiments des autres. Puis ça a vraiment fait de moi une meilleure personne. Ça a fait de moi aussi une personne intellectuellement plus brillante parce que ça m'a amené une dose d'humilité dont j'avais besoin pour amener mon intellect à un prochain niveau. Fait que si je pouvais faire changer d'idée les gens en claquement de doigts, ben je pognerais tous les gars qui ont cette même personnalité-là que j'avais, là, puis que je croise tellement souvent dans ma vie. Puis je leur ferais prendre conscience que faire attention aux autres, avoir de l'empathie, puis pas vouloir tout le temps gagner dans un contexte de discussion, c'est tellement plus constructif, puis tu bâtis tellement des plus belles relations, puis tu fais tellement plus évoluer les mentalités. Tu sais, je regardais mes courriels que j'ai reçus suite à mon infolette sur ma non-binarité aujourd'hui, puis j'avais un courriel d'un Gilles, genre. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais moi, un monsieur qui s'appelle Gilles, là, dans mon cœur, là, c'est quelqu'un de l'âge à mes parents, tu sais, ou même peut-être un peu plus vieux. Puis cette personne-là me disait, écoute, je connaissais pas ça du tout avant de lire ton infolette, mais bravo, puis j'ai beaucoup appris, tu sais. Puis j'en ai reçu une couple de messages comme ça où quelqu'un qui me disait justement, moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise que les gens comme ça veulent parler de leur identité tout le temps, mais là, je comprends mieux pourquoi c'est important pour moi. Ça m'a comme activé de l'empathie en moi pour cette situation-là. Ça m'a tellement fait du bien. Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais eu un impact concret, réel sur ces personnes-là qui vont être plus douces peut-être avec des personnes comme moi si elles en croisent. Pas par le pouvoir de garrocher des arguments, mais par le pouvoir de communiquer comment je me sens, qui je suis, puis connecter avec les gens en premier. Tu sais, ces personnes-là, il y avait du respect pour moi puis de l'amour pour moi. Fait que tout ça. C'est beau ce que tu dis parce que il y a aussi le fait de ne pas assumer, de ne pas présumer des intentions des autres aussi. Et je trouve que ça fait un beau pont avec mon épisode 10. Je sais pas si tu la connais, j'ai reçu Valérie Jessica Laporte, qui est autiste, cheveux bleus, hein, le bleuet atypique. Et on parlait de neurodiversité, justement, et que, des fois, les gens sont simplement malhabiles. Pour eux, c'est difficile, le monde des émotions, puis on va présumer qu'ils ont une intention négative envers nous ou qu'ils sont désintéressés de nous. Des fois, c'est juste de poser la question, d'ouvrir le dialogue, puis c'est comme ça que tout le monde va arriver à mieux se comprendre, finalement. De ne juste pas présumer que l'autre nous veut du mal ou veut quelque chose de négatif. Donc ça, je pense que c'est la clé. Je trouve ça très beau comme conclusion. Puis avec tout ce qu'on a parlé, tant au niveau des réseaux sociaux que de ton coming in. Wow, la belle prononciation. Donc, voilà, je trouve que ça boucle bien la boucle. À toi qui nous écoutes, si tu as envie de réagir à nos propos du jour, de donner ton avis, de juste nous envoyer des beaux pouces en l'air, comme tu voudras, tu peux soit aller laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute ou simplement nous écrire via les réseaux sociaux si Alex est disponible pour répondre et sans attendre, bien sûr. Tu peux partager dans tes stories, tu peux nous taguer. Pour ma part, @Annie au jour le jour. Pour Alex, du moins Instagram, c'est @Alex, A-L-E-X-E, Martel. Ça va nous faire plaisir si on en a l'espace et la disponibilité de poursuivre le dialogue avec toi. Sur ce, je te souhaite de tout mon cœur de trouver l'espace nécessaire pour être à l'écoute de tes besoins aujourd'hui et je te dis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.